Et pour en savoir plus sur les défis qui attendent le Premier ministre éthiopien, nous rejoignons l'analyste politique et producteur associé du JT diplomatique Henri Zozi à Kinshasa. Bonjour Henri Zozi. Henri Zozi, vous m'entendez? Henri Zozi, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends parfaitement. Super, on peut démarrer alors. Alors je disais, Abiy Ahmed est investi pour un second mandat dans un contexte très difficile pour l'Éthiopie. Quelles devraient être ses priorités aujourd'hui? Alors, avant de rappeler ses priorités, peut-être dire que c'est avec une majorité écrasante qu'il a remporté ces élections, mais il faut toutefois relativiser la portée de cette victoire parce que, vous le savez, il y a notamment la région de l'Oromo, la plus peuplée, qui a boycotté le scrutin. Mathématiquement parlant, donc c'est de 410 sièges qu'il dispose sur les 436, et si vous me parlez en termes de priorité, c'est bien évidemment la restauration de l'autorité de l'État dans la région du Tigré, et c'est bien évidemment la consolidation du développement économique, puisque, vous le savez, l'Éthiopie traverse une crise économique depuis maintenant plusieurs années. Vous parlez tout à l'heure des Oromos. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va plus entre Abiy Ahmed et cette ethnie dont il est issu? Alors, il y a beaucoup de facteurs à la fois psychologiques, il y a des facteurs d'ordre démographique, politique et stratégique. On va dire tout simplement qu'aujourd'hui, il y a une volonté de Abiy Ahmed fort de son soutien populaire, parce qu'il faut rappeler quand même que cette guerre au Tigré est populaire dans le sens où elle impacte sur une région qui, à tort ou à raison, est considérée comme étant celle qui aura le plus profité de l'exercice du pouvoir dans l'histoire donc de l'Éthiopie. Et une série de désaccords ont fait qu'il y a cette initiative qui a été prise depuis le 4 novembre 2020 pour essayer précisément de pouvoir restaurer l'autorité de l'État dans cette zone. Il faut savoir par ailleurs que des alliances se sont nouées et dénouées pour précisément faire en sorte que l'on contraigne Addis Abeba à la négociation, mais malheureusement c'est une perspective qui est très peu probable à l'heure actuelle, puisque maintenant Abiy Ahmed se prévaut d'une légitimité populaire. La situation dans le Tigré continue de s'enliser et les insurgés semblent nettement reprendre aujourd'hui l'avantage. Addis Abeba peut-il encore reprendre la main? Oui, même si la stratégie des insurgés est très claire, c'est bien évidemment de pouvoir couper le corridor vers Djibouti qui correspond, en tout cas, ou qui représente 95% du commerce extérieur éthiopien. On voit très bien qu'en essayant de desserrer ce blocus qui s'est mis en place autour du Tigré, maintenant il s'agit de contrer, en fait, ou plutôt de faire en sorte que Addis Abeba soit obligé de négocier pour éviter, par exemple, que l'Amara frontalière avec le Soudan ne soit aussi affectée, même si l'on sait évidemment que cette région ainsi que celle d'Afar ont été fortement touchées par les combats. Donc la stratégie est très claire, desserrer le blocus d'Addis Abeba, obliger le gouvernement central à négocier en essayant par ailleurs de couper toute voie vers Djibouti qui est une voie vitale pour l'économie éthiopienne. Alors les relations avec les États-Unis mais aussi avec l'ONU se tendent. L'Éthiopie ne se retrouve pas-t-elle finalement isolée? Oui, d'une certaine manière. Depuis le mois de mai, on le sait, les États-Unis ont adopté un certain nombre de sanctions très ciblées. D'abord, restriction de visa contre les officiels éthiopiens et érythréens, mais aussi des sanctions qui sont de plus en plus envisagées, mais ciblées dans le domaine de la sécurité et de l'assistance économique. Alors au niveau bilatéral, évidemment, là où ça pourrait se compliquer, c'est si Washington décide de faire pression sur le FMI et la Banque mondiale pour geler
des financements. Et à ce propos, il faut savoir que Addis Abeba vient précisément de solliciter des facilités au niveau du FMI. La dette extérieure de l'Éthiopie est de 30 milliards de dollars. Aujourd'hui, ces facilités prolongées de crédit au FMI sont une condition pour permettre à l'Éthiopie de se relancer. Et puis, il faut surtout rappeler que l'Éthiopie est le pays d'Afrique aujourd'hui qui bénéficie de l'aide américaine la plus importante, 1 milliard de dollars par an. Alors l'Éthiopie n'a pas intérêt à avoir des problèmes avec Washington. Washington qui a d'ailleurs récemment brandi des menaces de sanctions contre l'Éthiopie juste après l'expulsion de responsables onusiens. Oui, tout à fait. Donc cet isolement-là, évidemment, Addis Abeba voudra l'éviter, mais si jamais les États-Unis franchissent un pas supplémentaire dans les sanctions, eh bien, Addis Abeba se réserve le droit d'en tirer toutes les conséquences et donc de réévaluer, j'allais dire, les relations bilatérales avec Washington. Alors dites-nous, économiquement, comment se porte l'Éthiopie? C'est très difficile parce que ça fait plusieurs années que le pays est impacté par la crise. Bon, il y a évidemment, on le sait depuis maintenant presque 2 ans, la pandémie de la coronavirus. Et puis il y a aussi un certain nombre de facteurs qui ont affecté les marchés locaux. Si vous ajoutez bien évidemment la crise du Tigré, vous avez un contexte très particulier. Selon d'ailleurs les données de la Banque mondiale, on sait que on est à plus ou moins 6,1% de PIB à l'heure actuelle. On est très loin des performances de 2003, même si c'est vrai, il y a eu une forte récession qui a été constatée, mais les Éthiopiens, le gouvernement central, tend la main au FMI pour ces fameuses facilités de crédit prolongées. On verra l'attitude du FMI. Il y a eu une réunion il y a quelques jours, mais si les Américains décident de faire pression sur le FMI et la Banque mondiale, ça va être un peu compliqué, me semble-t-il, pour le nouveau Premier ministre, en dépit de sa victoire écrasante aux élections. Anizouzi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique et producteur associé du JT diplomatique. Vous étiez avec nous depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Merci. Merci à vous.